Bonjour à tous, je remercie les organisateurs des journées de m'avoir invité, ainsi qu'à Heinz Wiesmann pour sa présidence. Le titre de ma contribution est « Peur et politique selon Cassirer et Heidegger ». Donc, je vais essayer également de maintenir le temps. Le débat de Davos s'inscrit dans une période particulièrement féconde et inventive de l'œuvre de Cassirer et de Heidegger, on peut dire à des points de tournant de leur parcours. En 1925, Cassirer a fait paraître le second tome de la philosophie des formes symboliques sur la pensée mythique. Et le troisième tome est en cours, puisqu'il paraîtra en 1929 sur la connaissance en général, phénoménologie de la connaissance. Pour le second tome, dont Heidegger a fait la recension en 1928, Cassirer s'est nourri des ressources de la bibliothèque Warburg pour y puiser matière à étendre largement la critique de la raison, jusqu'à ce qu'il voulait, cette critique de la culture, intégrant des pratiques telles que le culte, le rituel magique, l'action que constitue la procession collective. Il y a découvert tout ce champ tendu entre l'Ergreifen, c'est-à-dire la saisie à bras-le-corps des démons, et le Begreifen, la conceptualisation rationnelle, qui marque toute la pensée de Warburg. C'est entre cette saisie à pleine main des symboles dans les actions rituelles et la distanciation objective de la construction scientifique que se joue désormais la culture. La Renaissance apparaît bien sûr à l'horizon de toutes ces études sur le mythe, puisque la Renaissance apparaît comme polarisée entre astrologie et astronomie, découvrant l'individu moderne face au cosmos. De l'antique effroi du Phoibos qui intéressera également Edgar Windt, l'homme sort toujours chez Cassirer et Warburg triomphant et sublime. En témoigne le symbole de l'ellipse, choisi par Warburg pour dessiner le ciel de son labyrinthe de symboles, sa célèbre bibliothèque. En témoigne également un changement net au plan iconographique, que ne manque pas de relever Warburg et que Cassirer reprend dans son livre sur Individu et Cosmos. L'homme, à la sortie de la Renaissance, est figuré au gouvernail du navire dont la destinée gonfle les voiles. Et c'est ce nouvel imaginaire humaniste qui intéresse Warburg et Cassirer, parce qu'il supplante la plus traditionnelle iconographie de la roue de la fortune qui entraînait implacablement l'homme dans la nécessité de son destin. Aborder le mythe conduit Cassirer à entrer de plein pied dans ce qu'il appelle les formes de vie, qui permettent d'organiser très concrètement, mais aussi très symboliquement et collectivement, l'espace, le temps et le nombre. Il y questionne la manière dont l'homme engendre les rituels et les mythes pour ne pas subir la peur antique qui l'anime face à une nature qu'il ne comprend pas encore, plus exactement qu'il ne se représente pas encore, puisqu'il ne l'a pas encore objectivée à travers des lois. Donner un nom aux dieux, nommer leurs attributs, dresser des nomenclatures précises et complexes des panthéons qu'ils forment, se livrer au droménon, c'est-à-dire la procession sacrée pour orienter l'espace vécu, c'est cesser enfin de trembler seul devant l'éclair, la famine ou la tempête. C'est faire face collectivement, faire corps déjà, faire société, même si l'homme de la pensée mythique colle malheureusement encore au clan auquel il appartient et ne parvient pas encore à se concevoir comme l'individu émancipé, différent, qu'il deviendra avec Rousseau puis Kant. Cassirer nous parle donc désormais, avec ce second tome, de ce qui vient à côté de la science et du langage, résorber la peur face aux contraintes naturelles, face à la mort et au sentiment d'être jeté là. Il thématise patiemment la représentation du mana, la magie, le tabou, la séparation du sacré et du profane, car tout cela témoigne déjà de l'activité de l'homme pour organiser son monde à la racine de toute entreprise culturelle. En abordant l'expression mythique, Cassirer traite la manière dont collectivement l'homme gère ses peurs individuelles en les sublimant littéralement. Au lieu de demeurer loin de la vie, Cassirer revivifie pleinement son approche de l'homme en traitant d'aspects de sa culture qui, moins rationnels certes et moins abstraits, n'en sont pas moins créateurs de concepts, il n'ose le mot, au sens large où l'expression mythique permet déjà à l'homme de se distancier du monde pour se libérer des contraintes naturelles. Or, nous l'avons rappelé, Heidegger livre en 1928 de cet ouvrage sur la pensée mythique une recension détaillée et offre une rapide critique nuancée, en quelques pages qui reconnectent solidement l'ouvrage à ses préoccupations du moment. D'un côté, il s'y montre reconnaissant à Cassirer d'avoir enfin ouvert, après Schelling, la voie à une solide philosophie du mythe. L'irrationalité apparente des cultes magiques n'est en effet pas moins décisive, selon lui, pour l'homme que la pure rationalité scientifique. Heidegger, qui relativise le caractère absolu de la raison humaine, insistant sur sa finitude indépassable, tombe ici d'accord avec lui. Toutefois, de l'autre, Heidegger défend que Cassirer n'est pas allé assez loin dans son analyse, car il n'est pas parvenu aux soucis, aux orgues, comme à la structure ontologique fondamentale du Dasein. Il a malheureusement reculé, comme Kant, devant ses propres découvertes. Cassirer est comme Kant, selon Heidegger, resté frileux. Il s'est lâchement replié du côté de la conscience et de l'esprit,
au lieu de s'installer définitivement et plus courageusement, selon lui, dans l'inconfort des champs abordés, touchant l'indépassable finitude humaine. Cassirer continue à parler du mythe comme d'une forme de culture, pourvoyeuse de concepts. Comme Kant aurait, selon Kierkegaard, ou Schopenhauer volontairement obscurci sa propre découverte, Heidegger reproche à Cassirer d'avoir gommé la tension propre à toute existence humaine qu'il avait pourtant touché du doigt dans cet ouvrage. Faut-il le rappeler, Heidegger a publié Sein und Zeit en 1927 et il présente au débat de Davos ses plus récentes réflexions sur Kant et le problème de la métaphysique, qui est en élaboration lors du fameux débat. On peut dire qu'il y prend du recul sur sa propre œuvre. Le souci, l'angoisse, le fait d'être jeté là et de ressentir une forme de déréliction, Geworfenheit, les limites de l'entendement, le sentiment profond de la finitude humaine et la certitude indépassable d'être livré à un destin, Schicksal, voilà ce devant quoi il reproche à Kant d'avoir reculé dans cet ouvrage. Il reproche également aux interprètes de Kant, les néo-kantiens tels Cohen, d'avoir manqué l'essentiel. Ces derniers se sont concentrés sur la critique de la raison pure pour élire une abstraite théorie de la connaissance centrée sur l'analytique, alors que Kant recelait les possibilités, notamment dans la dialectique, d'une authentique métaphysique de la métaphysique qui aurait enfin abordé de plein pied la finitude structurelle du Dasein. Mais Kant a-t-il vraiment reculé ? Et devant quoi ? Pourquoi est-ce de Kant, des néo-kantiens et en dernier recours de Cassirer que Heidegger part pour mieux faire comprendre la nécessité du passage de l'idéalisme humaniste à sa propre perspective, l'ontologie existentielle du Dasein ? Pourquoi est-ce la polémique avec les néo-kantiens, considérée comme peu courageux ? Pourquoi est-ce cette polémique-là qui permet à sa position centrée sur l'angoisse de mieux ressortir dans toute sa lumière ? Voilà ce que l'on peut discuter donc à la lecture des comptes rendus du débat de Davos. Cassirer y tend visiblement des perches en direction de Heidegger en abordant les thèmes de prédilection de celui-ci, l'espace, le langage, la mort. Il semble courageux d'affronter son adversaire sur son propre terrain. Des étudiants l'interrogent plus précisément sur le rôle de la philosophie face à l'angoisse, le poussant à assumer ce qu'il appellera sa profession de foi. La philosophie doit-elle résorber l'angoisse ou au contraire y livrer l'individu ? Doit-elle en détourner l'homme ou bien le renvoyer vers la dureté de son destin ? Là se partitionnent en effet nettement les chemins. Si Cassirer et Heidegger s'intéressent tous deux à Kant, à l'imagination transcendantale et au mythe, ils attribuent à la philosophie une vocation tout à fait contraire. Leur réponse les place en position de chien de faïence. Cassirer se range du côté de Kant et de Cohen pour défendre que l'angoisse liée à la finitude ne peut être qu'un point de départ de la réflexion sur l'homme, non un point d'aboutissement. Car au plan théorique, c'est la spontanéité de l'entendement que découvre Kant, quoi de plus enthousiasmant. Tandis qu'au plan éthique, c'est le respect absolu de la personne d'autrui et l'appartenance à un règne défunt qui annonce de manière on ne peut plus optimiste un progrès de la culture et une paix perpétuelle entre les nations, une république universelle dont la Révolution française est le signe et le symbole. Kant est certes étonné face à l'infinité du ciel étoilé, mais cet étonnement, loin de tourner à l'effroi pascalien teinté de théologie face à la solitude infinie de l'individu, le laisse finalement admiratif de la liberté que le sujet pensant, c'est-à-dire tout sujet pensant, toute personne, porte en elle. Selon Heidegger, l'ontologie du Dasein, poussée jusqu'à son terme, doit inviter à affronter la liberté simplement comme liberté de celui qui existe pour la mort, liberté pour et non liberté de, courage d'affronter la dureté de son destin, le néant de son existence. Teintée de théologie chrétienne, la pensée de Heidegger recentre avec une violence assumée l'auditoire sur l'individu et ses tensions existentielles. L'individu apparaît coupé d'autrui, et ce malgré les liens possibles de Dasein à Dasein, coupé en tout cas de la consolation que pourrait offrir la perspective universelle d'un progrès collectif des Lumières. Cela nous conduit à l'enjeu de ces points introductifs. Quelles sont les implications éthiques et politiques de la place différente que Cassirer et Heidegger accordent respectivement à la peur dans leur philosophie ? Si tout parle de la peur, que faire de la peur, individuellement et collectivement ? Pouvons-nous nous en consoler par la philosophie, nous y soustraire ? Notre hypothèse est que la position de Cassirer sur la peur suppose de tenir ensemble, d'une part en amont, une réflexion sur le rapport de l'individu au groupe social tel qu'il se joue dans la pensée mythique, c'est l'ouvrage de 1925, et d'autre part en aval, sur le rapport du citoyen à la communauté culturelle tel qu'il se joue au plan moral et politique dans une république digne de ce nom. Donc, dans le présent exposé, nous souhaitons donner des prolongements à notre lecture attentive de l'ouvrage mentionné par M. Fay, Cassirer, Heidegger, Die Psyche Davoser Disputation. Et notamment, je rends hommage à un article de Schmitt qui y figure et qui est lui aussi consacré à la finitude et à la peur. Donc je le mentionnerai à la fin.
Nous déploierons notre réflexion selon 3 axes corrélatifs. Dans un premier temps, nous reviendrons brièvement sur le traitement de l'antique effroi dans la pensée mythique de Cassirer et la lecture qu'en fait Heidegger dans sa recension. Puis, dans un second temps, nous aborderons les réponses de Cassirer aux questions portant sur la mort et l'angoisse lors du débat de Davos et l'interprétation heideggerienne du soi-disant recul de Kant devant ses propres découvertes liées à la finitude de l'homme. Enfin, nous ouvrirons une réflexion sur les implications politiques de leur vue. Humanisme républicain ouvert vers la pluralité des universaux et des cultures d'un côté, et anti-humanisme refermé sur le territoire national de l'autre. Cassirer dénonce en 1945 dans le mythe de l'État les hommes politiques qui ont instrumentalisé le mythe pour susciter la peur et réactiver l'antique fusion du collectif avec un chef, en lieu et place d'encourager une société où les individus assument chacun leur originalité et collaborent avec respect éthique mutuel. Peut-on aller jusqu'à extrapoler qu'implicitement, Cassirer visera également Heidegger et son instrumentalisation de la peur en philosophie ? Nous conclurons sur un paradoxe lié au contexte immédiat du débat de Davos mis en lumière par John Michael Kreuss dans son essai « Warum fand keine Davoser Debatte statt ?», paru dans le même ouvrage. Comment se fait-il que Cassirer, qui devait naturellement s'effrayer de lire dans des journaux d'envergure tels que le Frankfurter Zeitung, quelques semaines avant le débat de Davos, les critiques antisémites violentes d'intellectuels tels que Bruno Bauer, barrant la route à tout juif qui oserait interpréter le fleuron de la philosophie allemande qu'était Kant, n'ait précisément pas eu peur lors du débat de Davos et si fortement banni la peur de toute son importance, de toute sa philosophie. Autrement dit, la peur physiquement et individuellement ressentie par l'individu Cassirer peut-elle être contrée par la personne, capable d'élever théoriquement la peur, d'écarter théoriquement la peur de toute place légitime en s'élevant au niveau de l'universalité des idées. Donc j'en viens à mon premier point, la pensée mythique et l'antique Phoibos. Dans la pensée mythique, Cassirer souligne la spécificité du rituel magique. La pensée mythique, je le cite, n'a d'objet que si elle est dominée par lui. Elle ne le possède pas en le construisant et serait plutôt absolument possédée par lui. Cette pensée, la pensée mythique, n'est pas poussée par la volonté de comprendre l'objet au sens de l'embrasser par la pensée et de l'embrasser par la volonté et de l'incorporer à un complexe de causes et de conséquences. Elle est simplement prise par lui. On dirait qu'il décrit Heidegger. Au lieu d'être enfermé dans le schème d'une règle, d'une loi nécessaire, chaque objet apparaît, dans la mesure où il saisit et remplit la conscience mythique, comme n'appartenant qu'à soi, incomparable et particulier. Il vit dans une atmosphère individuelle, comme une chose unique qui ne peut être appréhendée que dans sa singularité, dans son ici et maintenant immédiat. À l'immédiateté de la peur, c'est la fin de la citation, à l'immédiateté de la peur qui touche et prend, greift, l'individu passivement effrayé par les forces de la nature, répond la peur du rituel qui anime collectivement un peuple, qui construit socialement ce rituel. La peur anime donc bien la pensée mythique, mais elle se déplace, de la nature à la culture, pourrait-on dire, et elle change de sens. Donnons-en ici un exemple tiré de l'ouvrage de Cassirer. Je cite, « Il est interdit de marcher sur l'ombre d'un homme, car on attirerait ainsi sur lui une maladie. On rapporte de certains peuples primitifs qu'ils tremblent à la vue d'un arc-en-ciel, car ils le prennent pour un filet que déploie un puissant magicien pour attraper leur ombre. La peur de marcher sur une ombre apparaît construite socialement, médiée par des mythes et des rituels qui construisent la peur. L'effroi de prononcer le mot tabou, l'effroi d'oublier dans la longue énumération des noms des dieux une de leurs caractéristiques, la peur du mana semble certes d'un côté ne faire que redoubler la peur des peuples dits primitifs face à une nature qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à objectiver, à représenter. L'image et le sens ne sont pas encore distingués et leur intrication oblige l'individu à coller au réel. La concrescence dont témoigne la pensée mythique faisant coïncider ce qu'elle relie interdit la représentation rassurante qu'offrira seule la science. Toutefois, l'apport de l'ouvrage de Cassirer est bien d'inscrire l'expression mythique comme une première forme de libération, acquise sur le déterminisme naturel. La peur culturellement construite par un découpage du sacré et du profane dans le temple, par un découpage du calendrier, par une théorie complexe de numérologie, est un progrès par rapport à la peur animale ressentie immédiatement face aux forces de la nature par l'individu privé. La faim a suscité les mythes, dit Warburg dans son analyse du rituel du serpent. Il a fallu prendre à pleine main les serpents avant de comprendre l'éclair. La conclusion de l'ouvrage de Cassirer est la suivante. Même la formation mythique la plus inférieure et la plus primitive, c'est dans les dernières pages de l'ouvrage, porte déjà un sens, car elle est déjà sous le signe de cette décision, Urteil, originaire, qui détache le sacré du monde profane et qui pose une frontière entre eux. Comme il le souligne maintes fois dans ses analyses de l'organisation par la pensée mythique de l'espace, du temps et du nombre,
on retrouve, je cite, « les traces de l'activité de l'esprit à un niveau très intérieur ». Cassirer loue donc l'homme de la pensée mythique pour la force expressive de ses rituels, matrice de toute autre forme de culture. De sorte que, selon Cassirer, la construction sociale de la peur à travers des rituels d'organisation anticipe et préfigure l'organisation par la représentation scientifique. L'irrationalité apparente du mythe et la rationalité de la science ne s'excluent pas, mais participent globalement à la construction symbolique du monde. Dans sa recension à cet ouvrage, en 1928, Heidegger loue Cassirer. On le sent même fasciné par cet ouvrage. C'est assez troublant. Il le lit avec sérieux comme s'il voulait ne pas le voir dépasser par la suite de la philosophie des formes symboliques. Il retraduit ainsi l'ouvrage de Cassirer. Je cite, « Tout demeure sur le même plan ontologique, uniforme, de ce qui est immédiatement présent, par quoi l'existence mythique das mythische Dasein est comme frappée de saisissement. » Je cite encore, « L'existence mythique est touchée, frappée de saisissement et subjuguée par ce qui est présent. Présent signifie précisément excès de puissance. » Il rappelle en détail les différents points de l'ouvrage, s'attardant sur la fonction de l'outil dans le dévoilement du monde de l'objet et sur la fonction du sacrifice. Il souligne que le sacrifice est renoncement, mais en même temps action que l'on accomplit soi-même ou s'ébauche un certain détachement par rapport à la puissance exclusive des forces mythiques. Je cite, « La libre puissance de l'existence s'y dévoile et en même temps le fossé s'élargit entre l'homme et Dieu, ce qui, à un stade supérieur, exigera un nouveau dépassement. » On reconnaît ici deux actes de sa propre analyse, lorsqu'il dénonce l'instrumentalisation superficielle, soi-disant, du monde par la science et la technique, et admirant le sacrifice consistant pour le Dasein à se rejeter vers la dureté de son destin en constatant son propre néant. Quelles sont les critiques précises qu'Heidegger adresse à Cassirer dans cette recension ? Premièrement, il défend plus encore que Cassirer la fonction constitutive du mythe dans l'existence humaine et dans le tout de l'étang en particulier. Mais il critique que le mythe soit défini par Cassirer comme puissance constitutive de l'esprit, forme symbolique, car il y reconnaît la défense par Cassirer de la révolution copernicienne de Kant, selon laquelle toute réalité doit être tenue pour le produit d'une forme conférée par la conscience constituante. Il n'est pas d'accord pour considérer le mythe comme forme fonctionnelle de l'esprit, il met esprit entre guillemets pour montrer son scepticisme. Le couperet tombe enfin, à la fin de la recension. L'interprétation essentielle du mythe comme possibilité de l'existence humaine reste aléatoire et errante, tant qu'elle ne peut se fonder sur une ontologie radicale de l'existence à la lumière de l'être en général. Heidegger critique la problématique néo-kantienne de la conscience, non seulement inutile, je cite, mais empêchant, je cite, justement de prendre pied au centre du problème. Il reproche à l'ouvrage de n'avoir pas effectué l'éclaircissement de la forme de vie dont parle Cassirer. Il aurait fallu arriver au souci, à la déréliction, qui se révèle comme détermination primaire de l'existence mythique. Le mana l'intéresse parce que Cassirer a noté l'instantanéité spécifique où elle s'installe. Il dit « La déréliction recèle elle-même un être harcelé, ungetrieben werden, propre toujours ouvert par là, un être harcelé propre, toujours ouvert par là aux surprises de l'insolite. » Heidegger souligne une imprécision du texte de Cassirer quant à la notion d'impression. Il entend par là tantôt la pure affection sensible, tantôt le fait d'être possédé par une réalité comprise comme mana. Pour conclure, il taxe Cassirer de simplification abusive de la pensée mythique, je cite, bien plus enchevêtrée et insondable qu'il ne ressort de l'exposé de Cassirer. Le problème fondamental du mythe ne lui semble pas abordé, je cite, il ne faut pas seulement présenter l'ensemble des formes symboliques, mais avant tout élaborer en profondeur les concepts fondamentaux de cette systématique. Il termine par des louanges car on comprend qu'il y a vu des échos profonds avec sa manière de penser l'existence. Alors, j'en arrive à mon deuxième point, la question du rôle de la philosophie face à la peur et à la question de savoir si Kant a reculé et si oui, devant quoi. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Pardon, ouais. Peut-être qu'il faut que je regarde le temps. Je crois qu'il me reste 10 minutes. Ouais, là. Donc, je vais tenir les 10 minutes, ne vous inquiétez pas. Le débat de Davos va mettre en lumière que Heidegger aurait préféré que Cassirer s'abandonne définitivement à l'objet du tome 2 de sa philosophie et qu'il approfondisse la peur qui réside dans son cœur au lieu de le dépasser dans le système complet des formes symboliques. Le débat va commencer autour de l'interprétation de Kant et plus particulièrement autour de 4 questions liées entre elles. La question de la finitude de l'homme, la question de la rationalité, la question du néant
et enfin la question de la liberté. Or, la question de la peur y occupe une place centrale. Celle que l'on ressent ou que l'on devrait ressentir, celle qui nous motive à la philosophie ou qui naît au contraire de la philosophie, y est cruciale. Notons que Cassirer, ayant eu connaissance de Sein und Zeit et des thématiques de Kant et le problème de la philosophie dont il va en 1931 proposer un retour critique, n'évite pas le sujet et le place d'emblée au cœur du débat. Ses conférences portent sur l'espace, donc je vais aller assez vite sur la question de l'espace, le langage et la mort. Pour résumer, on peut dire que ce qu'a en tête Cassirer, c'est de dire que l'espace d'action où l'on vit est toujours dépassé vers un espace où on va pouvoir objectiver ce vécu. Cela est possible grâce au langage, son deuxième point, et il va du coup, sur la question de la mort, opposer la conception théologique d'un Luther qui renvoie la vie, je cite, dans la mort à elle-même en la plaçant face à sa solitude et à sa finitude d'un côté, et de l'autre, il va convoquer la conception platonicienne de la mort, où l'homme est certes fini, mais connaît sa finitude et s'élève au-dessus d'elle. Et bien sûr, c'est vers cette deuxième voie qu'il se tourne. Dès lors, quand un étudiant lui pose la question de savoir si la philosophie doit délivrer de l'angoisse, Cassirer répond, en répondant d'abord sur la première question, celle de l'infinité, que même si l'homme ne peut pas accéder à l'infini, en fait, il peut accomplir la finitude elle-même, la parcourir en tous sens, et que c'est là, dans cette immanence de l'infini, que peut résider sa consolation. Et Cassirer cite deux bons mots de Goethe et Schiller. « Si tu veux pénétrer dans l'infini, contente-toi de parcourir le fini en tous sens. » Donc ce n'est pas parce qu'on ne peut pas accéder aux voies de l'impénétrable qu'il ne nous reste rien à faire d'enthousiasmant, on va dire. Et Schiller, « Rejetez loin de vous l'angoisse de la terre. » Donc, tel Socrate, Cassirer effectue par l'examen des formes symboliques le passage du sensible vers l'idée. Il sort sans cesse de la caverne pour y retourner. En cela, il s'universalise et s'éternalise, devenant olympien. Or, Heidegger, bien sûr, ne se satisfait pas de ce qu'il considère comme une procédure d'évitement et propose de s'enfoncer dans la déréliction du Dasein, l'enfoncement dans le conflit, où s'inscrirait l'essence de la liberté. Heidegger considère que Kant comme Cassirer ne sont pas allés au bout de leur découverte et qu'ils ont reculé. Donc j'essaye de passer au point précis où il explique c'est en essayant d'aller vite que... donc sa conclusion, bien sûr, c'est que Kant a reculé devant la destruction de ce qui a été jusque-là fondateur de la métaphysique transcendantale, l'esprit, le logos, la raison. Ce qu'il aurait dû faire, c'est mettre en évidence la temporalité du Dasein. Il aurait fallu que l'analyse de la mort dégage une certaine direction de radicale futurité du Dasein, tandis que l'analyse de l'angoisse permettrait à l'homme d'être placé devant quelque chose comme le néant. Et la conclusion de Heidegger, c'est qu'il aurait fallu qu'on se place devant le néant, le seul endroit avec l'angoisse où j'ai la possibilité de comprendre l'être. Dans ses remarques à Kant et le problème de la métaphysique publié en 1931, Cassirer va s'opposer point par point à l'interprétation heideggerienne. Il refuse de dire que Kant a été angoissé devant quoi que ce soit. Il pense que la réécriture, les différences entre la première et la deuxième édition sont liées principalement à l'effort que fait Kant de séparer l'idéalisme transcendantal de l'idéalisme psychologique après certaines critiques qui lui ont été faites. Et je cite Cassirer, « Je n'aperçois pas dans tout cela le moindre recul devant les positions conquises par lui-même. De fait, il y a longtemps que l'abandon d'une métaphysique de l'absolu ne cachait plus chez Kant la moindre frayeur. » Cassirer rappelle que dans les rêveries d'un visionnaire, Kant avait déjà abandonné sans éprouver le sentiment d'une douloureuse renonciation l'idée de rivaliser avec ce qu'il appelait les bâtisseurs de nuées des mondes intelligibles.
Et au lieu de s'élever jusqu'aux nuages avec les frêles ailes des papillons de la métaphysique, il avait sans problème mis sa confiance en la puissance de la connaissance de soi. Conclusion de Cassirer, la finitude comme telle, le fait que nos regards vers là-haut se heurtent à l'impénétrable, n'apporte à Kant ni étonnement ni angoisse. Se figurer un Kant angoissé, reculant de frayeur devant les ultimes conséquences de sa propre pensée, lui semble donc ne répondre à rien et n'être confirmé par rien. Il semble au contraire, dit Cassirer, que la pensée kantienne a cela de spécifique de ne s'arrêter devant aucune conséquence pour des raisons subjectives et de laisser en tout point la parole à la chose même et à sa propre nécessité. Et il rappelle que pour Goethe, lire une page de Kant, c'est pénétrer dans une chambre lumineuse où bien sûr aucune crainte ne règne. Alors donc, je terminerai par mon troisième point en quelques minutes. Est-ce qu'on peut aller plus loin pour conclure jusqu'aux implications sociales, éthiques et politiques de ces perspectives opposées? Et j'aimerais en venir à l'analyse de l'instrumentalisation de la peur par les politiques totalitaires. Tandis que selon Heidegger, même l'intersubjectivité, c'est-à-dire le lien entre les Dasein, doit nous rappeler notre finitude, je trouve ça très étrange cette phrase, mais il dit que nous sommes soumis à ce qui vient de l'extérieur en termes de vérité, donc on est de nouveau renvoyé à notre solitude, à une dépendance. Au contraire, chez Cassirer, le pont que le langage crée entre individus, qui se comprennent malgré leurs perspectives différentes, est indéniable. Ce pont solide du je vers le tu, nécessaire pour construire le rapport à l'expression et aux objets du monde, et ce sur quoi Cassirer veut avec Kant s'appuyer pour surmonter la finitude physique de chaque individu. En effet, se rapporter au monde du langage, c'est se rapporter à des concepts qui dépassent ma subjectivité et la structure, sans que cela interdise aucunement la créativité de l'individu qui prend la parole. La pensée du symbole par Cassirer est d'emblée collective, éthique. Parler est nécessaire pour être au monde, on est dans le monde du langage, et parler nous implique dans le rapport à autrui sans pour autant nous asservir. S'il y a un absolu dans la philosophie cassirérienne, il est bien dans le lien entre personnes qui se comprennent en se parlant, c'est-à-dire se respectent infiniment comme des pôles libres, indispensables, dans le processus global de signification. Ich, du, es, la signification suppose ces trois pôles, ces trois personnes à égalité. Donner sens au monde suppose, selon Cassirer, la reprise créative par l'individu de la tradition collective intersubjective. L'éthique comme respect absolu des personnes est impliquée dans le fait de donner sens au monde, ce qui n'est bien sûr pas le cas chez Heidegger. Si l'on fait un bond jusqu'au mythe de l'État de 1945, on voit que Cassirer tire rétrospectivement les leçons de ce qui se jouait déjà à Davos. Il se reproche premièrement de n'avoir pas été assez vigilant face aux agitateurs de la peur ayant conduit au totalitarisme. Il fait son propre mea culpa, alors que sa tâche de philosophe aurait dû être d'écarter les hommes de la peur. Repartant de l'analyse antique du mythe chez Platon, de manière un peu surprenante pour parler du totalitarisme qu'il vit de plein fouet, il discute l'instrumentalisation par les totalitaristes de la peur pour souder la population à son chef, galvaniser la foule par des utilisations du langage incitant à des glissements de sens, avec Siegfried, etc., à des confusions et à la haine. Alors que les mythes originaires ouvraient la voie au déploiement de toutes les autres formes symboliques, que sont l'art, le langage, la science, l'histoire, la culture, étant le signe ici d'une émancipation des individus, l'instrumentalisation des mythes par les nazis referme la voie de la culture pour renvoyer l'individu vers la dureté de son destin. Tandis que Cassirer ouvre par le lien de Dasein à Dasein le monde infiniment plastique des formes de la culture, Cassirer alimente dans sa vision du monde une certaine violence qui apparaît déjà lors du débat de Davos, lorsqu'il dit « La simple médiation ne nous fera jamais avancer de manière productive ». Que doit-on entendre par là, sinon un appel à une certaine forme de violence au plan social et politique ? J'en ai pour 1 minute. Dans son article « Endlichkeit und Angst », Schmitt, donc, qui a écrit son article dans l'ouvrage mentionné, souligne combien Heidegger s'inscrit contre toute réforme sociale. Ce que Schmitt nomme son décisionnisme solipsiste se retourne en déterminisme. La libération n'est permise qu'à quelques-uns qui se détachent de l'homme ou de la masse. Il interprète cette tendance réactionnaire en dernier recours comme une conception individualiste religieuse de l'histoire, du destin et de l'être. L'écoute de l'être, le fait d'assumer l'être jeté là, l'abandon fataliste au destin forment pour lui le propre, selon Heidegger, le propre de l'existence humaine. Cette philosophie qui peut fasciner apparaît rapidement comme exsangue, nous dit Schmitt, car elle ne contient pas de force de transformation ultérieure.
Elle ne s'intéresse ni à l'amélioration du monde, ni à extraire l'homme de sa misère. Par contraste, Cassirer est attaché à l'idéal humaniste et œuvre contre le pessimisme d'un Simmel ou d'un Spengler. La culture n'est pas une tragédie, elle est un drame. Le développement de la culture reste toujours menacé, certes, mais Cassirer s'avance résolument contre une philosophie de la déréliction et de la peur, débouchant sur l'idée de destin. Il faut au contraire reconnaître la responsabilité subjective, et il reconnaît la sienne, et elle doit grandir à travers les forces formatrices contre les prophéties du déclin. Pour conclure, il faut souligner le caractère déjà politique du débat de Davos, avec ses discussions autour du mythe et de la finitude. Loin de n'interroger que le sens de la philosophie kantienne, ce débat implique des engagements éthiques et politiques forts. Cela se comprend sans doute par le hors-champ que John Michael Croyce a mis en lumière, l'inquiétude que devait avoir eu Cassirer en lisant la presse antisémite qui remettait en question la légitimité des Juifs à interpréter bien l'œuvre de Kant et critiquait son maître Cohen, mort en 1918. Il est intéressant que la question de la peur devant laquelle Kant aurait, selon Heidegger, reculé, se résolve autour d'une réflexion sur le mythe. Si le mythe permet originairement la gestion collective de la peur individuelle face à la nature que l'individu ne comprend pas encore, son instrumentalisation menace l'individu, manipulé par des hommes politiques violents qui ne voient les rapports humains qu'au travers de la guerre et de la fusion d'une masse indifférenciée avec son chef. Si Cassirer loue la pensée mythique comme racine de l'émancipation et entrée dans la culture, il condamne son instrumentalisation par les hommes politiques totalitaires agitateurs de peur. Indirectement, on peut penser qu'Heidegger, sans avoir été lui-même un homme politique, bien que le rôle d'un directeur d'université puisse être politique, est sans doute à ranger parmi ceux-ci. Je vous remercie. Excusez-moi.